Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de ce vendredi, le guide spirituel des Ansar poursuit sa visite en Côte d'Ivoire. C'est de Chérif Ousmane Madani Aïdara et depuis hier jeudi à Divo, il a été accueilli à son arrivée par les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de la région. Le guide spirituel des Ansar a été accueilli en grande pompe par les autorités de Divo. C'était jeudi au terrain municipal de la ville où il a animé une cérémonie de prêche. Quelques impressions à l'arrivée du guide à Divo avec nos envoyés spéciaux. Je voudrais souhaiter bonne arrivée au guide qui vient nous être envoyé par Dieu. Et nous souhaitons que Dieu le bénisse sur cette terre de Divo et que sa mission puisse réussir, car sa mission est évocatrice. Il parle de Dieu, donc Dieu est amour. Qui dit Dieu parle de l'amour, la cohésion entre les religions. Nous souhaitons bon vent à cette mission. L'honneur me soit en ce jour du jeudi 6 avril 2017 à prendre la parole au nom de la communauté chrétienne pour témoigner notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir été associés à cet événement d'envergure régionale, que dis-je, nationale. C'est donc un grand honneur que vous nous faites. Notre présence à cette manifestation aux côtés de nos frères musulmans dénote de notre intérêt d'être ensemble dans la diversité religieuse. Aussi, voudrais-je vous dire, sans baguiner, que cette manifestation est la bienvenue dans la région de l'Odjibois, région par essence portée par les choses divines, car nous sommes indubitables que cette région est la région des grands médians, des grands prophètes, en un mot, des grands hommes de Dieu. Vous venez, chers guides spirituels, rehausser de votre présence cette cérémonie, vous qui êtes un grand homme de Dieu. C'est-à-dire que Lago, Allah, Dieu est présent ce jour dans notre région. Nous souhaitons vous revoir encore à Divo. Le groupe islamique en Sardine est implanté un peu partout en Côte d'Ivoire et participe activement à la vie aussi bien économique que sociale de notre pays. Nous apprécions beaucoup leur engagement à nos côtés pour la salubrité à sa juste valeur. C'est donc un mouvement qui pose des actions de portée citoyenne. C'est pourquoi je me réjouis que leur guide religieux nous rend visite aujourd'hui. Et je voudrais publiquement et en sa présence rendre hommage à ces hommes, ces jeunes et ces femmes pour leur ardeur au travail et leur sens de la vie en communauté. Troisième et dernière étape de la tournée africaine du chef du gouvernement tunisien, le Mali. Hier jeudi s'est ouvert le forum économique Mali-Tunisie. La rencontre est placée sous le thème d'un partenariat gagnant-gagnant. Kafouné Batili. Bamako est la dernière étape de la visite entamée le 3 avril par le Premier ministre tunisien Youssef Chahed, qui s'est notamment rendu au Niger et au Burkina Faso. Avec son homologue malien Modibo Keïta, il a présidé jeudi l'ouverture du Forum des hommes d'affaires maliens et tunisiens. Cette rencontre placée sous le thème du partenariat gagnant-gagnant se tient à l'hôtel Amitié de Bamako. Les deux pays veulent à travers cette visite développer leurs échanges commerciaux et insuffler un nouvel élan à leur coopération bilatérale. Le forum économique tuniso-malien qui se tient aujourd'hui est l'expression de notre détermination à renforcer nos relations bilatérales en vue de promouvoir davantage le rapprochement entre nos opérateurs économiques et les inciter à développer des projets concrets, à faire progresser les échanges commerciaux et à renforcer les investissements entre nos deux pays. Je tiens à cet égard à remercier les opérateurs économiques des deux pays
venus aujourd'hui en grand nombre participer à cet important événement. Fort d'un cadre juridique adéquat, nos deux pays sont appelés aujourd'hui à œuvrer ensemble pour le renforcement de nos liens de coopération économique. À ce titre, le secteur privé se doit de jouer un rôle de locomotive en matière de renforcement des échanges commerciaux. 2 conventions ont déjà été signées lors de cette journée. La Banque nationale de développement agricole, BNDA, a signé avec la Banque internationale de Tunisie, BIAT, un accord qui porte plusieurs axes: efficacité commerciale et marketing, audit, management du capital humain. L'organisation patronale de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat a aussi signé des accords avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies, daté du 30 mars dernier, vient d'être porté à la connaissance du grand public et retrace la situation au Mali pour les 3 derniers mois. Ce rapport met notamment l'accent sur les progrès accomplis dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Moussa Fomba. Selon le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies, la mise en œuvre de l'accord reste aléatoire, tantôt marquée par les réunions du comité de suivi de l'accord, les rencontres annexes avec la médiation internationale pour réinstaurer la confiance entre la CMA, la plateforme et le gouvernement malien. La conférence d'entente nationale qui vient d'avoir lieu est vue comme une autre étape du processus en dépit des divergences quant à la présence des différentes parties. Le rapport revient ainsi sur l'absence remarquée de la CMA qui a fini par prendre le train en marche suivi par l'opposition malienne. Autre point, le rapport mentionne la difficulté à mettre en œuvre les autorités intérimaires et l'opérationnalisation des patrouilles mixtes dans les régions nord qui restent difficiles sur le terrain en raison de l'insécurité. L'attentat contre le mécanisme opérationnel de coordination MOC à Gao, approuvé le 18 janvier dernier et revendiqué par des groupes terroristes. Si le rétablissement et le renforcement de l'autorité de l'État ne sont pas encore effectifs à 100% dans les régions du Nord, le centre demeure une nouvelle préoccupation pour la mission avec une situation sécuritaire de plus en plus précaire. D'ailleurs, le nombre d'attaques revendiquées par des groupes extrémistes violents a pratiquement triplé, passant de 28 en 2015 à 85 en 2016. Une insécurité qui a provoqué le déplacement d'au moins 9000 civils dans les régions de Mopti et de Ségou. Il faut aussi mentionner la nouvelle fusion le 2 mars entre le groupe terroriste amené par Iyad Agali, le Front de libération du Massina de Amadou Koufa, El Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar et Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI, appelé le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et dirigé par Iyad Agali. La situation des droits de l'homme demeure préoccupante. Le rapport recense 74 cas de violation des droits de l'homme ces 3 derniers mois. Pour conclure, le secrétaire général des Nations Unies salue le personnel de la mission déployé au Mali, même s'il déplore encore le manque d'effectifs. Antonio Guterres encourage aussi le Mali à poursuivre l'œuvre de rétablissement de son autorité au nord du Mali en rendant effectif l'accès aux services sociaux de base pour les populations. De son côté, le chef de la diplomatie malienne a salué les progrès enregistrés par le Mali depuis le dernier rapport. Abdoulaye Diop a plaidé devant le Conseil de sécurité afin de doter la MINUSMA de moyens adéquats pour faire face à sa mission. Écoutons-le. Je voudrais faire observer que les dispositions pertinentes de cette résolution peinent malheureusement toujours à se matérialiser sur le terrain, à cause notamment des lacunes que vous-même, membres du Conseil, venez de souligner par rapport à la capacité opérationnelle dont la mission a besoin pour pouvoir remplir correctement son mandat. La conférence a tenu toutes ses promesses. Elle a été totalement inclusive, car toutes les parties prenantes maliennes étaient à bord du train de la paix et de la réconciliation nationale, l'objectif étant de prendre essentiellement en compte les dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, notamment à travers la mise en place d'une seconde chambre au Parlement. Le gouvernement du Mali demeure déterminé à appliquer cet accord de paix et à tenir tous ses engagements, parce que cet accord, cela a été encore rappelé ce matin, demeure aujourd'hui le seul cadre qui nous permet de faire revenir la paix et la stabilité dans notre pays. Je saisis cette occasion pour inviter la communauté internationale, à travers vous, Monsieur le Président, à exercer la pression nécessaire sur toutes les parties maliennes, en particulier sur la CMA, afin d'honorer ses engagements découlant de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger.
Voyons à présent la compilation de l'actualité hors de nos frontières. Amadou Diara. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a été reçu jeudi à Nouakchott par le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. L'un de ses objectifs était de réchauffer les relations entre les deux pays. La diplomatie française espère bien tourner la page des divergences entre la France et la Mauritanie après une crispation progressive de leurs relations depuis 2013. Des points de discorde notamment sur la question des droits de l'homme ainsi que le refus des Mauritaniens à déployer 3000 soldats en faveur de l'opération Serval. Les Mauritaniens gardent encore à l'esprit la promesse non tenue de la visite du président français François Hollande dans leur pays. Après cette étape, Jean-Marc Ayrault fera un déplacement commun avec son homologue allemand au Mali chez nous. En Gambie, l'UDP, le Parti démocratique unifié, principal parti d'opposition à l'ex-président gambien Yahya Jammeh, a remporté la majorité absolue aux élections législatives le jeudi 6 avril avec 31 sièges sur 53 à l'Assemblée. C'est donc une large victoire pour le camp du président Adama Barrow, désormais indépendant. Ce résultat du premier scrutin post-Jammeh tourne définitivement la page du dictateur dont le parti était largement majoritaire à l'Assemblée nationale. Le gouvernement va donc pouvoir faire passer les réformes promises par le président Adama Barrow, qui aura aussi le luxe de nommer les 5 députés supplémentaires de son choix, ce qui fera un total de 58 députés à l'Assemblée nationale. Quant au taux de participation qui s'élève à 42% en baisse par rapport aux précédentes élections présidentielles. Au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné jeudi dernier 15 militaires burkinabés à des peines de 10 à 17 ans de prison ferme pour l'attaque d'un dépôt d'armes en janvier 2016. Le parquet militaire de Ouagadougou avait requis des peines de 10 à 20 ans de prison à l'encontre des accusés, parmi lesquels une dizaine de membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, ancienne garde rapprochée du président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir par la rue en octobre 2014. Selon l'accusation, les accusés arrêté en mars 2016 comptait utiliser les armes volées lors de l'attaque du dépôt pour libérer les généraux Gilbert Diendéré, l'ex-chef du RSP, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, ainsi que les autres militaires du régiment incarcérés pour leur implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015. 3 autres éléments de l'ex-RSP poursuivis pour désertion à l'étranger en temps de paix ont été condamnés à 3 mois de prison ferme chacun. Ils devraient sortir de prison dès vendredi après avoir purgé près de 6 mois de détention préventive. Au Bénin, alors que le projet de révision constitutionnelle porté par le président béninois a été rejeté par le Parlement mardi dernier, le Front pour le sursaut patriotique a tenu un meeting jeudi pour dénoncer plus généralement la politique de Patrice Talon un an après son arrivée au pouvoir. Créé contre ce référendum, le Front pour le sursaut patriotique veut maintenant s'engager contre la politique de Talon qui, selon lui, n'a pas répondu aux attentes. Dans l'immédiat, le Front demande la création d'une commission d'enquête indépendante après les affirmations de la députée Rosine Soglo sur la corruption. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.